Eh bien, André Ehresmann, vous êtes une personnalité importante des mathématiques. Si. Et j'ai vu avec beaucoup d'intérêt le tableau, le graphe que vous avez produit de vos travaux depuis le milieu des années 50. Alors, je pense qu'on va pouvoir, au cours de cet entretien, se référer à ce graphe où apparaissent très clairement trois grandes périodes. Mais avant même d'en arriver là, c'est-à-dire à l'époque où vous travaillez à votre doctorat, j'ai envie de vous poser une première question, c'est celle de votre rencontre avec les mathématiques. Comment, à quel moment, de quelle façon, à travers quel genre de choses avez-vous rencontré les mathématiques? Comment s'est produite pour vous cette rencontre? Cette rencontre s'est produite assez tôt. D'abord, ma grand-mère avait été professeure de mathématiques. Donc déjà, mais en fait, quand j'étais au lycée, l'idée c'était plutôt de faire des lettres. C'est-à-dire jusqu'en troisième, je pensais vraiment faire des lettres. J'étais très bien notée en latin grec et je pensais plutôt faire ça. Et puis en troisième, j'ai eu un professeur de mathématiques qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a dit que je devais faire des mathématiques et qui m'a permis de continuer jusqu'au bac avec à la fois mathématiques et latin grec, de sorte à me laisser vraiment le choix ensuite. Et donc, une fois que j'ai été donc à l'époque, le baccalauréat se faisait en 2 fois. Et donc, la deuxième, au moment de MathLM, le baccalauréat de mathématiques élémentaires, à ce moment-là, j'ai choisi vraiment de continuer en mathématiques. En fait, c'est pas tout à fait juste, parce qu'à l'époque, je pensais continuer en mathématiques, mais en même temps, je voulais continuer un peu en latin grec. Et puis, après, j'étais lancée dans les mathématiques et j'ai abandonné l'idée de ça. Et à l'époque, la biologie, la philosophie, oui, la biologie m'intéressait beaucoup. Ah oui. La philosophie, on faisait de la philosophie en mathLM, et en mathLM, on avait un très mauvais professeur de philosophie. Donc, j'aimais bien la philosophie, d'autant qu'un de mes arrière-grands-oncles était un philosophe, donc assez connu, puisque c'était Gaston Milhaud, qui a été l'un des immortels. Donc, de ce point de vue-là, j'étais attirée par la philosophie, mais certainement pas par les professeurs au lycée. Alors, après le bac, vous intégrez une taupe? Non, justement. Non, parce que je voulais partir de Nice. Je suis née à Nice. Et bon, j'ai perdu ma mère vers 16 ans, donc à ce moment-là, je n'avais pas envie de rester à Nice. Donc, et j'ai pu avoir une bourse d'enseignement supérieur qui me permettait de partir de Nice. Donc, je suis partie de Nice à 17 ans, en intégrant immédiatement l'université. D'accord. Donc, Mademoiselle Bastiani rentre à l'université, oui. Puisque c'était oui, effectivement. À l'époque. Et donc, c'est là que vous allez rencontrer des mathématiques un peu plus récentes que celles que l'on enseigne au lycée. Il y a eu notamment, dans la première moitié du XXe siècle, un immense développement de l'analyse fonctionnelle. Oui, effectivement. Qui est le lieu de rencontre entre un questionnement topologique et puis des questions éminemment pratiques, puisque elles concernent la résolution des équations différentielles, des équations pour des réseaux partiels. Oui. Et donc, et en particulier, là, il y a eu l'invention des distributions par Laurent Schwartz en 1944, probablement aussi, enfin je pense que c'est quelque chose d'avéré, le travail de Sobolev 10 ans plus tôt. Oui, effectivement. Nous sommes là maintenant, vous êtes donc jeune étudiante dans les années 50, et vous rencontrez toutes ces magnifiques théories. Est-ce que c'est vraiment par l'analyse fonctionnelle que un goût profond des mathématiques s'est développé? Comment ça se fait? Non. Le fait, c'est que bon, la première année ayant été à Nice, l'université, c'était Marseille. Donc, la première année d'université, je l'ai faite à Marseille.
Et là, j'ai eu Fourès qui a commencé à essayer de présenter, c'est un tout jeune professeur à l'époque, qui a essayé de présenter les mathématiques sous une forme plus moderne. Donc ça m'a paru intéressant. Puis je suis allée à Paris l'année d'après, et donc là, j'ai eu, j'avais ce qu'on appelait la licence à l'époque à faire. Il y avait 3 certificats. Il y avait physique générale que j'ai pas énormément aimé parce que les professeurs étaient assez vieux, enfin bon, j'ai pas trouvé qu'ils étaient très intéressants. Et puis j'ai eu en calcul différentiel et intégral Choquet. Et ça, Choquet, pour moi, ça a été la révélation, les mathématiques, quelque chose qui était différent. C'est vraiment la révélation, je l'ai eu par là. Pas du tout par l'analyse fonctionnelle ou quoi que ce soit, par son cours de calcul différentiel et intégral. Où il y avait quelque chose, c'est-à-dire, il y avait en même temps le cours de Choquet et un cours de Bouligan. Et il y avait le jour et la nuit. C'était pour moi extraordinaire de voir cette différence entre les deux. En quel sens Choquet et Bouligan étaient-ils le jour et la nuit? Eh bien, parce que Bouligan était justement, exactement, pratiquement comme Valiron, comme toute cette façon de voir les mathématiques d'une façon ancienne. Et Choquet, lui, surtout là, c'était sa première année. C'est la première année où il a fait ce cours de calcul différentiel et intégral. Donc, il s'y donnait à fond. Et vraiment, quand on sentait ça, c'était vraiment quelque chose. On avait l'impression d'une autre façon de voir les mathématiques. C'était vraiment révolutionnaire. Enfin, pour moi, ça a été complètement révolutionnaire. Et tout de suite, je suis allée le voir, on a discuté dès le début, donc dès le calcul différentiel intégral, j'ai su que j'avais envie de travailler avec lui. D'accord. Donc vous avez déjà l'idée que vous allez faire votre thèse avec Choquet assez... Ah oui, très rapidement. Alors en fait, ça a un petit peu reculé le moment parce que donc j'ai fait ma licence. Et à ce moment-là, il y a eu la formation du 3e cycle. Avant, ça n'existait pas. Avant, il y avait des certificats diplômatifs. Et donc, quand le 3e cycle a été formé, la première année, donc en 55, c'est Bouligan qui est venu me trouver parce qu'il faisait des travaux dirigés en plus de son cours. Donc, il me connaissait bien. Et donc, il est venu me dire que si je voulais, je pouvais avoir une bourse de 3e cycle. C'est par lui que j'ai su ça. Et Choquet, à cette époque-là, était parti pendant un trimestre pour les États-Unis. Donc, en définitive, j'ai commencé mes recherches avec Bouligan, qui m'a proposé d'ailleurs un sujet qui aurait été très intéressant. À l'époque, on ne parlait que des équations différentielles linéaires, et il m'avait proposé de prendre des équations différentielles non linéaires. Donc, pendant un trimestre, j'ai travaillé avec lui, puis Choquet est rentré, je suis allée le voir, et je lui ai dit que je travaillais avec Bouligan, et il m'a dit, mais bon, c'est un sujet qui est intéressant, mais pour l'instant, on ne sait déjà rien sur les équations linéaires, c'est pas le moment de partir là-dedans. Il m'a montré ses propres travaux, et j'ai bifurqué vers, pour travailler avec lui sur le théorème qu'il était en train de faire, sur son fameux théorème sur les points convexes, les points extrémaux dans les ensembles convexes. Et on a travaillé pendant plusieurs mois là-dessus, parce qu'il n'avait pas encore le résultat. D'accord. Donc là, c'est une collaboration qui finalement produit le résultat. Oui. Et donc on est dans les années... Ça, c'était en 56. En 56. En 56. Et donc là, vraiment, avec lui, disons que j'étais arrivée à trouver une façon de le faire dans le cas fini, où c'était connu, original. Et donc, Choquet est arrivé, mais je ne suis jamais arrivée à transformer la chose finie en quelque chose dans le cas infini. Okay. Donc là, c'est Choquet, mais dans ses premières publications, il m'a cité justement pour lui avoir donné l'idée de la méthode. D'accord. Et donc là, vraiment, avec lui, très bien travaillé à ce moment-là. Et ensuite, il m'a proposé de faire, donc, pour la thèse de 3e cycle, de faire regarder un article de Rosenblum sur des problèmes d'optimisation. Oui. Donc à ce moment-là, évidemment, j'ai regardé l'article. Et c'est là où j'ai eu l'idée, à mon avis, une des idées les plus originales que j'ai eues, assez curieusement, c'est le fait qu'on pouvait trouver une définition des polyèdres excessivement simple, uniquement par le fait que le cône d'appui en chaque point était fermé. Et ça paraissait vraiment tout à fait nouveau. Et assez curieusement, ça a été, à cette époque-là, le problème qui avait complètement été oublié,
il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur les polyèdres. Donc, ça a été assez remarqué à cause de ça. D'accord. C'est pour ça que, et ça a été ma thèse de 3e cycle, qui a été finie en fait en 57. Ensuite, j'ai été malade, donc que j'ai soutenue seulement en janvier 59. D'accord. Donc, d'une certaine façon, là, cette époque est marquée, on peut dire qu'elle est marquée par la convexité. Oui, tout à fait. Espace vectoriel topologique, convexité, c'était vraiment dans cette période-là, c'était ça. D'accord. Et alors, donc vous soutenez votre thèse. Oui. Sur le titre de la thèse, c'était sur les polyèdres de dimension infinie. Ah voilà. C'est ça. Et puis, donc vous continuez, à partir de là, se pose vous entrez au CNRS, je crois. Oui, je suis même avant ça. Je suis rentrée. Oui, je suis déjà au CNRS. Oui, je suis rentrée au CNRS en 57. Alors, dites-moi, vous étiez, on devait vous remarquer parce que on est quand même dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, ça on m'a remarqué, oui, un peu trop. Une femme extrêmement brillante, qui entre au CNRS, qui travaille avec Choquet, qui trouve des idées originales. Et ça, c'était. Alors pourquoi vous dites même un peu trop Parce que justement, ça m'a valu quelques problèmes par la suite. Ah bon. Non, c'est donc, mais enfin, c'est vrai que à cette époque-là, il faut voir que le milieu mathématique était minuscule. Hein. Nous étions une 50aine de chercheurs qui étaient tous à Paris. Donc, il y avait le thé des mathématiciens toutes les semaines. C'était vraiment très familier. Oui. Tout le monde se connaît. Ah oui, tout le monde se connaissait. Ah oui, là, ça a été vraiment une période où tout le monde se connaissait. Et donc, vous avez fréquenté un certain nombre de personnalités remarquables dans ce milieu. Il y avait. Ah ben oui. Alors, quels sont ceux qui vous ont le plus intéressé ou influencé? Alors, influencé, disons que donc quand j'ai eu fini ma thèse de 3e cycle, et même un peu avant, j'avais fait la connaissance de Charles. C'est-à-dire j'ai connu Charles Ehresmann en fin 57. D'accord. Au congrès d'ailleurs des j'avais connu au thé des mathématiciens, mais enfin on a commencé une relation au moment du congrès international des mathématiciens méditerranéens, donc en septembre 57. D'accord. Donc ça a changé un peu les choses. Et oui, parce que donc à l'époque vous êtes encore une toute jeune femme. Et Charles Ehresmann est quelqu'un de très connu. Ah oui, c'est-à-dire c'est le moment où il a été le plus connu. Puisque c'est justement, pratiquement, c'est les travaux qui l'ont vraiment fait connaître. Bon, sa thèse a été remarquée, mais enfin, disons que les travaux vraiment originaux, ce sont tous les travaux de géométrie différentielle, toutes les fondations de la théorie de la géométrie différentielle qu'il a faites entre 50, mais surtout 51 et 54 dans une série de notes au compte-rendu. D'accord. Donc à l'époque, et il revenait juste d'Iran où il avait été reçu avec beaucoup d'égards et tout. Donc vraiment, c'était un mathématicien très très connu. D'accord. Beaucoup plus connu qu'il ne l'a été par la suite. Alors cette rencontre avec Charles Ehresmann, est-ce que ça vous a donné envie de faire de la géométrie différentielle? Non, non, pas du tout. Non, je ne voulais pas travailler avec lui. Ah non, surtout pas travailler avec lui. D'accord, surtout pas. Surtout pas. Bon. Non, je voulais absolument réussir par moi-même et pas. En plus, bon, il y avait quand même 30 ans de différence d'âge entre nous. Les gens sont pas très aimables quand même, donc. Ah oui, il y a eu des... Oui. Je ne voulais absolument pas qu'il soit dit que mon travail était simplement que j'étais avec lui parce que je voulais qu'il fasse mon travail, quoi. Ah oui. Bon, et donc vous continuez alors... Donc j'ai continué avec Choquet, à travailler avec Choquet. Et à ce moment-là, j'étais au CNRS et on m'a proposé, par l'intermédiaire d'ailleurs de Laurent Schwartz, d'avoir un petit poste de conseiller scientifique aux arts et métiers, pas aux arts et métiers, aux travaux publics. Et donc là, on m'a posé comme problème, enfin un problème pour lequel ils avaient besoin d'un conseiller scientifique, c'était la construction des routes.
Ah oui, donc il y a un problème éminemment concret. Évidemment concret. Et bon, j'étais assez mal préparée pour ce genre de problème. Donc, j'ai essayé de voir, et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert la théorie des distributions, le livre La théorie des distributions de Schwartz, en me disant, peut-être que ce serait une matière originale, une manière originale d'aborder le sujet. Et ça m'a vraiment plu. C'est-à-dire vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Mais par contre, en même temps, j'étais, d'après les travaux que j'avais faits avec Choquet avant, et le fait que j'avais travaillé sur les polyèdres de dimension infinie, donc tout ça, la géométrie de dimension infinie, c'était pour moi quelque chose de très important. Donc j'avais envie de faire quelque chose de dimension infinie. Moi, ce qui m'a choqué dans les distributions, c'est que c'était dimension finie. Effectivement, on pouvait pas facilement modifier les choses pour le faire de dimension infinie. Donc, je me suis fixé comme but, c'est moi-même qui ai choisi mon sujet de thèse, j'ai dit à Choquet, ce que je veux, c'est définir des distributions de dimension infinie. Il était un peu sceptique d'ailleurs, mais enfin bon. Et donc, à ce moment-là, la première chose à faire, qu'est-ce qu'on prend comme définition de différentiabilité dans dimension infinie? Parce qu'on avait la différentiabilité dans les banards, mais dans beaucoup de problèmes, il n'y a pas des banards. Donc, le premier travail que j'ai fait, ça a été de définir la différentiabilité dimension infinie. Oui, parce que les banards, c'est des espaces vectoriels normés, et là, vous êtes dans des espaces où... Ah oui, localement convexe, quelconque. Oui. Donc, ça a été le premier travail que j'ai fait. Est-ce que la locale convexité faisait une espèce de lien avec l'intérêt... Ah ben, la convexité, c'était vraiment le lien avec mes travaux d'avant. C'est-à-dire que dans les travaux antérieurs, c'était vraiment dans les espaces localement convexes que je travaillais. Ah oui, c'est ça. Oui, c'était... Alors, c'est assez surprenant, assez intéressant de penser à une espèce d'écart entre, disons, votre goût pour l'infini, oui, en l'occurrence pour donc des espaces de dimension infinie qui vont pas être des espaces normés, non. Qui vont pas être des espaces maîtrisables, non. Et la commande qui vous est faite de vous intéresser à des problèmes de construction de route. Oui, alors là, c'est effectivement, c'est un peu gênant. Disons que, dans un certain sens, effectivement, disons quand même, les espaces fonctionnels peuvent être, selon les espaces fonctionnels qu'on prend, dimension infinie. Donc ça justifie d'une certaine façon d'utiliser des dimensions infinies. Mais enfin, c'est vrai que le problème sur la construction des routes, qui a fait d'ailleurs l'objet de ma deuxième thèse, puisque à l'époque il y avait une deuxième thèse qui était donc une deuxième thèse sur le problème de Burmeister, puisque la construction des routes c'était le problème. Donc effectivement, ce sujet-là m'a motivé pour partir, mais honnêtement, bien que j'ai mis un article là-dessus, je ne crois pas qu'on n'ait jamais construit de route avec ça, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, je n'ai pas continué très longtemps en tant que conseiller scientifique, parce que quand j'ai été un peu augmenté dans la hiérarchie au CNRS, je trouvais que j'avais assez d'argent et ça me faisait pas, j'avais pas particulièrement envie de continuer là-dedans. Néanmoins, c'est intéressant de souligner qu'il y a cette ce lien au concret quelque part. Bon. Alors toujours, j'aurai ça toujours dans tous mes travaux. Voilà, c'est ça. Dans tous mes travaux, je démarre sur quelque chose de concret qui me fait aller voir des choses très abstraites et puis je continue dans l'abstrait. Le gros problème d'ailleurs, souvent, c'est que je n'ai pas toujours su revenir au concret. Ah oui, c'est pas toujours. Non. J'avais regardé un petit peu un article que vous m'aviez signalé, qui m'intéressait moi à titre personnel, sur des questions de contrôle de système, oui, c'est ça. Dans lesquelles tout de même vous utilisiez. Alors déjà, on est là maintenant, je crois en 1965. Oh, même avant, là c'était 63. J'ai eu un contrat de DGRST à 63. Voilà. Mais seulement là, si on regarde bien, parce qu'on s'en rend pas forcément compte si on ne fait pas très attention, mais si on regarde bien, vous avez déjà donc des petites catégories qui viennent donner
les fondements à votre conception du temps Oui. dans cet article. Exact. Est-ce que cet aspect des choses a été reçu, a fait l'objet de commentaires? Alors, il a été reçu pas tellement. Vous avez prolongé un peu cette idée ou... Non. Alors le problème, c'est que ces articles n'ont pas été bien publiés, puisque c'était fait dans le cadre d'un contrat de la DGRST au laboratoire d'automatique théorique de Caen, et je n'avais pas le droit de le publier n'importe comment. Donc, en plus, là, pendant un certain nombre d'années, justement, quand je suis partie du CNRS, en fait, ce contrat, je l'ai eu, j'étais au CNRS, j'ai passé ma thèse en étant au CNRS, et puis l'année d'après, c'était une époque où on manquait énormément d'enseignants. Et quand j'ai demandé le renouvellement au CNRS, ben moi j'aurais voulu rester au CNRS. À ce moment-là, on m'a fait remarquer qu'il manquait d'enseignants. Donc si je voulais rester un an, ils comprenaient très bien que je voulais rester un an, mais qu'il fallait que je prenne un engagement comme quoi je prendrais un poste à l'après. Or, pour des raisons personnelles, je ne voulais pas quitter Paris. Donc, j'ai renoncé à ce contrat du CNRS au-delà de 63, et je suis tombée sur ce contrat de la DGRST. D'accord. Donc, mine de rien, là encore, dans des travaux éminemment tournés vers les applications, oui. Vous incorporez des... Ben oui, oui. Ben oui, parce que effectivement, à ce moment-là, c'était là encore, je l'ai interprété dans ma façon de voir les choses. Oui, oui, oui. Et cette présence très tôt, j'ai envie de dire, par rapport à vos travaux proprement catégoriques, déjà des catégories, par exemple. Oui. Donc, c'est lié à votre relation avec Charles Erasmus. Ah oui. Parce que Charles Erasmus, donc, la géométrie différentielle, mais comment les catégories sont venues prendre de plus en plus de place dans... Alors ça, c'est très simple. C'est en 57 qu'il a publié un article dans Gattungen von lokalen Strukturen, où, en fait, lui, son vrai problème avait été pas seulement la géométrie différentielle, mais beaucoup plus l'étude des structures locales. Ça a été, je peux dire, probablement l'essentiel de ses idées pendant la majorité de sa vie. Et pour ça, il était venu à introduire des groupoïdes. Donc, dans les espaces fibrés, il avait des groupoïdes, c'est par là qu'il est venu aux catégories. En fait, ce n'est qu'en 57 qu'il a publié un premier article où le mot catégorie intervenait. Puisqu'il avait utilisé des groupoïdes, mais sous forme de groupoïdes, parce que et à l'époque, il ne connaissait pas vraiment les catégories. Et c'était un élève qu'il a eu à Rio de Janeiro, qui lui avait signalé que ce qu'il faisait pour la multiplication des G semblait donner exactement les actions d'une catégorie. Donc, il est venu aux catégories de cette façon-là. Et dans cet article, donc, Gattungen von lokalen Strukturen, qu'il avait écrit pour définir les structures locales, donc vraiment c'était ça, il a introduit les catégories. Or, c'est justement l'article quand je l'ai connu, il venait de recevoir les épreuves de cet article. Et donc, les premières conversations qu'on a eues, ça a été travailler là-dessus, corriger ces épreuves, les épreuves de son... Donc, en même temps, il m'a expliqué pourquoi, etc. Et tout de suite, j'ai vu, donc à l'époque, je commençais juste à regarder sur les distributions, et tout de suite, je me suis dit, mais dans les distributions, on peut très bien les présenter, pas du tout par la dualité, mais par le fait qu'en étant la différenciabilité et que ça revenait, on pouvait l'interpréter avec les notions qu'avait Charles de théorème d'élargissement complet. Ça, c'est exactement ce qui pouvait être fait. Donc, la deuxième partie de ma thèse a utilisé ça. Donc, d'un côté, vous souhaitez, pour des raisons qu'on comprend bien, vous maintenir scientifiquement à une certaine distance de Charles Erasmus, mais en même temps, il commence à y avoir avec les catégories le sentiment qu'il s'agit là d'outils qui ont une portée un peu universelle. C'est ça. Et aussi bien en ce qui concerne son travail à lui, que vous suivez donc de très près, et votre travail à vous,
les catégories, là, sont tout sauf un abstract nonsense. Ah oui, tout à fait. Pour nous, c'était vraiment, pour lui, c'était en vue de développer la géométrie différentielle, en vue de définir les structures locales, les foncteurs types, enfin, la théorie des structures d'une façon générale, et moi, en vue de faire de l'analyse. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris un peu la décision, plus ou moins ouvertement, puisque, bon, dans la deuxième partie de ma thèse, je voulais pas qu'il m'aide à faire ça du tout, mais une fois que j'ai eu passé ma thèse, on a pris la décision de travailler ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, on a pratiquement travaillé ensemble pendant tout le reste de sa vie. Voilà. Et donc, on arrive là, est-ce que ce moment-là, cette décision, parce que vous continuez, tant que vous êtes à Paris, vous continuez un petit peu sur les questions sur lesquelles vous avez travaillé avec votre thèse, et puis oui. Finalement, vous partez à Amiens. Ah non, ça beaucoup plus tard. Ah non, il y a eu une période de ma vie où j'étais vraiment à Paris pendant justement le contrat de la 2GRST, et ensuite je suis partie avec Charles aux États-Unis où j'ai eu aussi un contrat de recherche pendant 1 an. D'accord. Donc pendant plusieurs années, disons pendant 4 ans à ce moment-là, j'ai été un peu dissociée des milieux mathématiques. C'est-à-dire je travaillais, mais je ne fréquentais pas les milieux mathématiques. Donc, ayant soutenu votre thèse, vous étiez un petit peu libéré de l'idée que vous aviez à prouver, en quelque sorte, oui. que votre travail était bien le vôtre. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du début des années 60, vous commencez à travailler officiellement avec Charles sur les catégories. Non, nous avons travaillé ensemble, effectivement, mais officiellement, j'ai quand même toujours continué à faire des travaux. Les travaux, justement, qui ont été faits avec le contrat de la 2GRST, ont été faits tout à fait indépendamment. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est uniquement sur ces travaux-là que j'ai publié sur les catégories. Ah oui. C'est-à-dire les catégories, je n'ai publié de vrais travaux sur les catégories qu'à partir de 68. Et là, tous mes travaux purement catégoriques ont été faits en collaboration avec nos 2 signatures. Ah oui. Tout ce qui a été publié, tout ce que vous avez publié sur les catégories. Purement sur les catégories, oui. A été co-signé. Ah oui, on l'a co-signé à partir de 68, donc c'était à partir de 68. Avant, j'ai utilisé les catégories, puisque même dans le travail sur les applications différenciables, enfin, c'est là où j'ai introduit la notion, le fait que ce qu'on appelle aujourd'hui une catégorie convenient category of differential maps, c'est à ce moment-là, j'utilise des catégories, mais je les utilise, bon, comme Charles pouvait utiliser des catégories en géométrie différentielle. Alors, justement, cette inscription des catégories dans les mathématiques reconnues comme utiles, comme importantes, oui. Certainement a donné une direction, une couleur, je dirais, à votre relation avec la théorie des catégories. Ah oui. Est-ce que, à cette époque-là, il y a déjà ce discours anti-catégorie? Comment ça se passe avec les gens de Bourbaki? Comment vous ressentez cette question de la place des catégories dans le paysage mathématique? Alors, il faut voir que, vu la façon dont nous sommes arrivés aux catégories, aussi bien Charles que moi, nous avons toujours une vision des catégories différente de la vision usuelle. Ce qui explique que dans les travaux qui ont été faits, que Charles a signé dans les années 63, donc en 63, c'est le moment où il a commencé à vraiment publier des articles sur les catégories uniquement. Puisqu'avant, il utilisait des catégories, mais comme moi je les utilisais en analyse, je les utilisais pour les feuilletages, etc. Mais il n'utilisait pas vraiment des catégories. Donc c'est en 63 où il a commencé donc à faire, non seulement à publier des catégories, mais encore il en a publié énormément, peut-être un peu trop. C'est-à-dire que en 63, 64, 65, 66, il a publié chaque année 5 notes au compte rendu
c'est-à-dire le maximum de notes qu'une personne avait le droit de présenter à l'Académie des sciences à ce moment-là. Et il a un nombre d'articles assez incroyable, d'ailleurs, on peut le voir dans les œuvres complètes, il y a énormément d'articles dans cette période-là. Peut-être un peu trop. Bon, ça n'a pas été mal vu tout de suite, puisque en 65, donc 65, ça faisait qu'il avait déjà publié 63, 64, 65, il a eu le prix Petit d'Ormois de l'Académie des sciences. Donc ses travaux sur les catégories à ce moment-là n'ont pas vraiment été c'était pour l'ensemble de son œuvre, enfin, y compris ça. De même, en 65, il était très bien intégré puisqu'il a été président de la Société mathématique de France et vice-président du Comité français des mathématiciens. C'est lui d'ailleurs qui a fait toutes les démarches pour obtenir que le Congrès international des mathématiciens ait lieu à Nice en 70. Donc vraiment, à l'époque, ça tout allait très bien. Ce qui, à mon avis, a déclenché les premiers problèmes réels, ça a été le livre Catégorie et structure, qui est daté de 65. En fait, il a paru en 66. D'accord. Mais ce livre avait été écrit, en tout cas, toute la première partie du livre, enfin, tous les chapitres sauf le dernier, avaient été écrits comme un abrégé de cours qu'il avait donné dans les années 61-62. C'est-à-dire à une époque où la théorie des catégories était totalement différente. Donc le livre, quand il a été publié, et le dernier chapitre, on y a rajouté quelque chose des travaux plus récents, mais fait toujours avec des notations anciennes. Donc ce livre a été très mal jugé. Bon, je reconnais que présenter un livre sur la théorie des catégories en 66, avec les foncteurs adjoints et les limites inductives et projectives générales mises dans la page 300 et quelques, ça paraît un peu étonnant aujourd'hui. Oui. Et ça a été très mal pris à ce moment-là. Mais jusque-là, jamais personne n'avait rien dit parce qu'on considérait toujours que les travaux sur les catégories étaient faits en vue de la géométrie différentielle, etc. Ce livre, tout d'un coup, voilà quelqu'un qui n'est pas un catégoricien et qui dit, ben voilà, moi voilà mon livre sur les catégories. Ça a été vraiment très très mal accepté. Et ça a été l'erreur. Ça a été, on aurait dû s'en rendre compte à l'époque. Alors c'est dit dans l'introduction que c'est une vue particulière, etc. Mais enfin bon, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des problèmes. En plus, c'est le moment, donc jusque-là, Charles a eu des élèves, bien sûr, mais ils travaillaient tous sur, les sujets de thèse étaient tous sur autre chose que des catégories. À part Jean Benabou, mais qui avait plutôt par lui-même choisi son sujet de thèse. Oui. Donc les autres, c'était Joubert par exemple, un des derniers, c'était sur les feuilletages. Alors il y avait beaucoup de catégories, mais c'était sur les feuilletages. C'était pas des thèses de catégorie. Et là, il y a eu les premières thèses de catégorie. Et en particulier, on a eu une première qui a été très mal vue parce que c'était quelqu'un qui était considéré comme n'ayant pas vraiment les possibilités de faire une thèse et qui a eu quand même une thèse sur les catégories. Donc ça a été mal vu. Donc là, disons que on a été un peu responsable des problèmes qu'on a eus. Oui, en même temps, si j'entends bien ce que vous dites, c'est l'autonomisation des catégories qui semble poser problème. Oui, après, c'est ça. Il y a un contexte, mais le fait de se consacrer aux catégories pour elles-mêmes semble représenter un problème. Oui. À l'époque. Ah oui, ça a été un problème. Mais oui, parce qu'à l'époque, les catégories étaient tout à fait acceptées en topologie algébrique, en algèbre homologique, mais pas théorie des catégories en soi. Ça n'a pas été accepté. En plus, le fait que Charles ait beaucoup publié, ça lui a posé des problèmes parce que, du moment où il a été nommé à Paris en 55 jusqu'en 67, il n'a jamais fait de cours autres que des cours de troisième cycle. Et à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de ses collègues qui ont dit, c'est parce que il fait énormément d'articles, parce que il n'a pas à faire des cours autres que troisième cycle.
Donc le premier cours qu'il a fait, qui n'était pas un cours de troisième cycle, c'était cours de maîtrise l'année 67-68. Et c'est là où il y a eu, d'ailleurs, enfin il faut voir que le cours n'était pas mauvais, puisqu'il y a quand même Albert et Elisabeth Bironi, René Guittard, Christian Lair, et aussi les Weidenfeld, qui tous ensuite ont continué en théorie des catégories. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas les problèmes. C'est un peu à ce moment-là qu'ils ont commencé. En plus, bon, il y a eu 68, mais 68 a été plus important qu'il n'en a l'air, parce que il y avait quand même des problèmes politiques. Il y a eu donc après, il y a eu la division entre Paris 7 et Paris 6. Tout le monde s'attendait à ce que Charles reste à Paris 6. On considérait que c'était quelqu'un de très sérieux, très tout ce qu'on veut. Et lui, il a choisi d'aller à Paris 7, ce qui a été assez mal vu. Donc, il a un peu coupé les ponts avec les gens avec qui il était bien avant, qui n'ont pas compris du tout sa décision d'aller à Paris 7. Donc, c'est-à-dire, il a choisi la jeunesse. Oui. Ben oui, nous voulions la jeunesse. Mais alors, s'il a choisi la jeunesse, ça veut dire que les autres, Bourbaki en particulier, c'était dégueu. Alors que Bourbaki, l'élan initial de Bourbaki... il était fini, l'élan initial. Ouais. C'était vieux, déjà, à ce moment-là. Oui. Mais je me demande, c'est une hypothèse, parce qu'il me semble avoir entendu Henri Cartan le dire, que chez Bourbaki, à part, André, oui. C'était vraiment très, très hostile, mais qu'il y avait un peu le sentiment d'être, au niveau des fondements, en choisissant les ensembles, d'être un peu passé à côté qu'à quelques années près, s'ils avaient connu les catégories, ils se seraient appuyés plutôt sur la théorie. Ah oui, je pense que ça c'est vrai, oui. Il y avait peut-être une espèce de regret de ce côté-là. C'est possible. C'est-à-dire, de toute façon, vu ce qui avait été fait dans Bourbaki, c'était pratiquement impossible de repartir à zéro. Oui, bien sûr. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les catégories n'ont pas été introduites. Ça se revenait vraiment à comment on pouvait faire, vu les autres livres. Oui. Donc, tout était à recommencer. Oui. Alors, donc, vous allez de l'avant. Et oui. Vous allez de l'avant avec Charles Resman, oui. Et donc vous partez à Amiens, là on est en 68. En fait, fin 67, et j'ai été nommé professeur à Amiens, mais on n'est pas allé tout de suite à Amiens, on habitait à Paris, et on a fait à ce moment-là, alors là encore ça a été probablement un peu une erreur, une équipe de recherche Paris-Amiens. Alors donc la fameuse équipe théorie et application des catégories. Et donc, dans les années, en 70, on a commencé à avoir des thèses de troisième cycle faites sur la théorie des catégories. Donc, dont j'étais le rapporteur et dont Charles était le directeur à Paris 7, puisqu'il n'y avait évidemment pas troisième cycle à Amiens. Et là encore, on nous a beaucoup reproché le fait d'avoir fait passer beaucoup trop de thèses. Il y a eu quand même 40 thèses de troisième cycle entre 70 et 76. Donc, effectivement, beaucoup. Et c'est vrai que cette équipe, c'était vraiment quelque chose, ça a été vraiment quelque chose de vraiment formateur. C'était une famille, c'était vraiment notre famille, vécu pour cette équipe. Donc là, des échanges très riches. Ah oui, très riches. Et puis, donc, à partir de 69-70, donc, le fait, dans notre séminaire, puisqu'on avait un séminaire commun à Paris, donc une fois par mois, on faisait une journée à Amiens, avec toujours invitation de gens qui venaient de l'extérieur, d'étrangers, toujours, pratiquement toujours, et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir beaucoup de contacts avec les catégoriciens, alors qu'avant, on n'en avait jamais eu. Jusqu'en 60, le premier congrès de catégorie où Charles a été invité, c'est en 69. Avant, il était invité tous les ans à des congrès de géométrie, éventuellement d'homologie, de topologie algébrique, et jamais dans les congrès de catégorie. On les connaissait pas, les catégoriciens. Ce qui explique aussi toute la façon de présenter les catégories, la notion d'espèce de structure, la notion de catégorie interne, toutes ces notions-là n'étaient pas connues
que Charles a développé, donc dès son article de 57, n'était absolument pas connu. Et nous-mêmes, nous ne connaissions pas vraiment, nous ne connaissions les travaux qu'au travers de ce qu'on pouvait en déduire sur les central blacks, c'est-à-dire à l'époque avec 4 ans d'écart, puisque ça revenait à ça. Oui. Ce qui explique le décalage, par exemple, sur l'article de Cannes, Ah oui. qu'on a connu que beaucoup plus tard. Bon, bien sûr, si on avait été dans les milieux catégoriciens ou très liés avec Grothendieck, etc., on les aurait connus, mais on n'était pas dans ces milieux-là. Alors, ce qui donc devait conduire les adjonctions en page combien? Ben oui, 300 et quelques. Enfin, dans le premier appendice. Oui, oui. Et alors, Mais qu'on avait retrouvé d'une certaine manière. C'est pour ça d'ailleurs que personnellement, si vous me parlez d'un fonctionnaire adjoint, je le verrai toujours comme le fait qu'à chaque élément on associe une structure libre et pas du tout sous la forme tel homme est isomorphe à tel homme. Et alors curieusement, c'est que récemment Ross Street a présenté un article où justement il en arrive à dire que les fonctionnaires adjoints, il faudrait mieux les définir comme on les définissait par les structures libres. D'accord. Et alors, puisque je vous entends prononcer le nom de Grothendieck, oui. Bon, ça pose la question de qui a été Grothendieck pour les mathématiques françaises, qui il a été pour vous. Vous l'avez rencontré, vous avez... Non, alors en fait, on n'a jamais eu... Charles discutait? Non, pas du tout. Non, en fait, nous ne l'avons connu réellement ni l'un ni l'autre. Bon, alors bien sûr, il m'est arrivé d'aller à des séminaires Bourbaki, même, dans 57 déjà, où je voyais bien Grothendieck, bon, je voyais bien, hein, puisque sa façon dont il était, bon, on le reconnaissait, mais bon, non, absolument pas. Ah non, alors il y a eu quelque chose de très curieux. Choqué, donc sur le Z3056, m'a demandé de vérifier, de corriger le français de Grothendieck dans un des articles qu'il a fait dans la Société mathématique sur des questions d'analyse. D'accord. Donc mais à cette époque-là, je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Je ne l'ai jamais échangé la moindre parole avec Grothendieck. Et je doute que Charles en ait échangé beaucoup. Non, on ne connaissait pas du tout. C'était absolument de monde à part. Et puis non, parce que quand même Grothendieck, c'était la géométrie algébrique, c'était présenté sous une autre forme. Ce n'est que plus tard qu'on a réalisé qu'en fait, il y avait beaucoup de notions. Par exemple, dans ma thèse, je définissais ce que j'appelais une catégorie d'opérateurs. Qui est en fait, aujourd'hui, ça correspond à une fibration, Bon, mais Grothendieck a plus ou moins développé cette notion à peu près en même temps que moi. D'ailleurs, c'est pas tellement avant. Mais donc, on savait absolument pas parce que on n'étudiait pas la géométrie algébrique. Là où on a commencé à le connaître, c'est quand il y a eu les livres Dieudonné-Grothendieck. Oui. Puisque là, à ce moment-là, on a eu les livres, donc là, on a pu voir exactement. Oui. Sur la géométrie algébrique. Sur la géométrie algébrique. Mais c'est assez étonnant pour moi de penser que finalement, il n'y a pas eu du tout de contact entre vous et Charles d'une part et d'autre part avec Ah non, ok. Alors que, il y avait Bourbaki et il y avait les catégories. Oui. Et donc, il y avait matière. Il aurait pu y avoir matière, mais il y en a... Ça n'est qu'après coup Ce n'est qu'après coup qu'on a réalisé que ce qu'il y avait dans Grothendieck pouvait avoir un rapport avec ce qu'on faisait. Alors vous, de votre côté, donc, vous continuez de plus en plus dans les catégories. Oui. Est-ce que vous le faites en ayant le sentiment de poursuivre dans une direction cohérente par rapport à vos travaux antérieurs, ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un peu tourné une page et les catégories, les esquisses, comment vous envisagez les choses de ce point de vue-là? Est-ce que vous êtes dans une continuité, ou bien c'est vraiment un terrain totalement nouveau? Ah non, c'est une continuité.
Je crois que dans tout mon travail, il y a toujours eu de la continuité. Tout à fait au début, le problème qui a amené à penser à ça, c'était dans mon travail sur donc sur la différenciabilité, où j'avais des espaces topologiques. J'en avais d'autres qui étaient localement convexes, enfin des tas de choses. Et je me suis rendu compte que dans chaque fois, j'étais obligée de redonner la même définition. Oui. Donc, pourquoi pas essayer de voir ce qu'il y avait de commun. Et c'est ça d'où est partie tout à fait l'idée d'essayer de voir ça. Et ce qui est amusant, c'est que quand en 70, John Gray est venu, donc on l'avait invité à notre séminaire, à ce moment-là, et visiblement pour lui, il croyait que c'était nouveau les catégories internes. Ce n'était pas du tout. Bon, alors Jean Benabou avait introduit une notion de catégorie interne, mais enfin qu'il l'appelait pas comme ça d'ailleurs, sous forme de monoïde dans une catégorie monoïdale. Bon, donc c'était une autre façon de voir les choses, quoi. C'était. Et quelles étaient vos relations avec Jean Benabou? Alors, les relations avec Jean Benabou ont été très curieuses, puisqu'il travaillait normalement avec Charles. Donc effectivement, Charles le connaissait très bien. Moi, je l'ai connu, enfin, dans le sens que nous étions chercheurs pendant les mêmes périodes, quoi. Mais, là encore, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas eu l'occasion d'échanger à cette époque-là. C'est-à-dire, j'ai suivi pendant l'année 57-58, j'allais régulièrement au séminaire de Charles, donc j'avais suivi les exposés que Jean avait fait dans ce séminaire sur les structures locales, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter. Alors donc, dans les années catégoriques, qui ont été les années 70, vous publiez un certain nombre d'articles avec Charles. Oui, entre 68 et récemment 79, là on a publié beaucoup d'articles. Et puis surtout, il y avait l'équipe. Hein, l'équipe, ça a été quand même notre vie. Hein. L'équipe et les cahiers, c'était les deux choses qui ont été notre vie. Et oui, les cahiers. Alors on va en parler dans un instant, les cahiers, parce que c'est. Ah oui, ça aussi, ça a été une institution. Mais avant, peut-être je voudrais vous poser encore cette question, c'est dans ces années de collaboration intense avec toute cette équipe qui circule entre Paris et Amiens et avec un centre de collaboration de mathématiciens je suppose américains. Ah oui, pratiquement tous les catégoriciens connus sont venus à un moment ou à un autre à Amiens. Déjà, on a quand même organisé 2 congrès internationaux en 73-75. C'était ça l'avantage de l'équipe. Pourquoi elle était Paris-Amiens? Parce que moi j'avais l'argent à Amiens et que Charles avait le 3e cycle à Paris. C'était ça l'avantage de l'équipe. Donc la question c'est que j'ai envie de vous poser à ce stade de notre entretien, c'est quelles sont pour vous les grandes avancées, les concepts importants, les choses qui ont émergé dans ce travail et soit qui ont montré par la suite qu'elles étaient de nature à intéresser les gens, effectivement, soit dont vous regrettez éventuellement qu'elles soient restées un peu juste développées à ce moment-là, mais pas nécessairement reprises. Quelles sont pour vous les grandes avancées de cette Alors, les grandes avancées ont été les catégories internes, et toute la théorie des catégories internes, et la théorie des esquisses, qui a été très mal acceptée au début. Hein. Je me souviens, j'avais fait un exposé justement en 75 à Amiens, donc dans ce un congrès international qu'on avait, et vraiment les gens ne connaissaient pas du tout. Ça n'est qu'à partir de 80 que ça a été accepté. Donc ça a été les grandes avancées. Ce que je regrette énormément, qui n'ont pas du tout été développés, c'est tous les travaux sur les catégories ordonnées qui ont été faits un peu avant, et donc les catégories internes à des ordres, mais avec beaucoup de choses qui ont été faites et qui ne sont pas connues. Il y a eu quelques résultats particuliers qui ont été retrouvés dans des cas très particuliers, mais là, à mon avis, il y a encore aujourd'hui énormément de travaux qu'on pourrait faire. Et puis, il y a eu la cohomologie non abélienne. Il y a eu en particulier un article de 67 sur la cohomologie non abélienne, et ce n'est que très récemment, en 2007, que René Guittard a fait, c'est pour ça que j'en ai parlé, donc le jour pour René Guittard.
Alors, à la même, à quelle époque les cahiers, ça commence? Les cahiers, Alors, c'est déjà au milieu des années 60? ah non, bien avant. Bien avant. Bien avant. Ah oui. Alors là encore, les cahiers, ce qu'il y a de difficile, c'est que toujours, les choses sont un peu anormales. Je sais pas comment, mais on s'est toujours débrouillé pour faire des choses un peu anormales. En fait, le premier, enfin, ce qu'on a appelé plus tard, le premier fascicule des cahiers s'appelait Séminaire Erasmann, Séminaire de topologie et géométrie différentielle. Date de 57-58. Ah oui. C'était, à l'époque, il y avait la grande série des séminaires de l'Institut Henri Poincaré. Donc, ça a été là-dedans, c'est naturel que Charles mette ça. Et là, j'avais fait donc un exposé sur les polyèdres, puisque Charles avait c'était topologie et géométrie différentielle. Choquet m'avait dit, le mieux, ce serait de l'exposer dans le séminaire. Donc, j'avais fait un exposé là-dessus. Là-dessus, évidemment, c'est un peu le sujet de ma thèse de troisième cycle. Donc, Charles a une idée qui paraissait normale en me disant, puisque on met les exposés des séminaires, on n'a qu'à mettre la thèse de troisième cycle là-dedans, ce sera très simple, ça développe l'exposé. Et bon, alors ça allait très bien. Et Belgodère n'a pas été content, a trouvé ça très bien, jusqu'au moment où Charles lui a expliqué qu'il lui fallait 75, je crois, tirés à part, en plus pour la thèse. Donc, il a dit non, c'est pas possible. Il les a donnés. Il a fini par donner autant, plus que je crois qu'il m'aimait bien. Belgodère, c'était quelqu'un qui était très, qui rouspétait tout le temps, mais enfin qui était vraiment très gentil. Et donc, Charles, ça l'a horripilé, et c'était l'époque où il y a eu les thèses de Vérec, il y avait la thèse de Madame Banzekri, plusieurs thèses. Il a dit, mais c'est pas possible, moi, dans mon séminaire, je veux pouvoir publier les thèses des gens. Et puis, je veux aussi pouvoir publier des articles qui ne soient pas faits sous forme d'exposés dans mon séminaire. Bon, alors, comment faire? Et à ce moment-là, il a été pendant une année, donc en 58-59, je crois, donc directeur du département de mathématiques, puisqu'à l'époque il y avait qu'une seule université, l'université de Paris. Et donc, en tant que directeur, il a obtenu d'avoir une secrétaire du CNRS. Mais comme il était directeur et que le CNRS a des règles un peu particulières, la secrétaire a été mise à son nom. Donc, il avait une secrétaire. Là-dessus, en se promenant dans les couloirs, il a vu une machine Vari-Keeper au-dessus d'une armoire dont personne ne se servait. Et il a eu l'idée géniale de dire, je vais prendre cette machine Vari-Keeper, je vais mettre la secrétaire dessus, et je pourrai comme ça faire mon séminaire là-dessus. Donc, est né le deuxième fascicule, et quand il a voulu l'imprimer, il pouvait pas le faire chez Belgodère, donc il a été voir au musée, au centre pédagogique, qui lui ont accepté d'imprimer. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à un petit peu dévier du séminaire. Et puis et chaque année, pratiquement entre 57-58, donc le premier sous forme Belgodère, et celui 68 qui a été le premier qui avait vraiment le titre cahier de topologie, chaque année le titre variait un petit peu. Ah oui. On a rajouté cahier de topologie et géométrie différentielle, avant séminaire, mais cahier du séminaire. Donc c'est comme ça que se sont développés les cahiers. Et en 69, à ce moment, en 68 en fait. Il a rencontré, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, pour d'autres, en tant que président de la Société mathématique de France, je crois, Duno, Duno a accepté de publier les cahiers. Donc entre 68 et 72, c'est Duno qui a publié les cahiers. Donc on donnait le travail tout fait, complètement prêt, mais il faisait l'impression et la diffusion. Et puis en 72, Duno a été racheté par Bordas. Puis Bordas, ça l'intéressait pas du tout, les cahiers, ça rapporte rien. Honnêtement, ça ne rapporte rien. Ça pourrait même coûter si on faisait faire le travail par des gens. Donc Charles avait toujours gardé sa secrétaire du CNRS.
puisque le CNRS, il avait mis à son nom. Donc, il n'y a eu aucun problème. Vous voyez, c'est toujours des choses un peu bizarres, quoi. Donc ces cahiers de topologie et géométrie différentielle catégorique publient les travaux des gens du séminaire. Voilà, et puis tous les étrangers qui venaient, par exemple, Peter Hilton a été très souvent publié, puisque à partir de 70, nous avons eu énormément de rapports avec les étrangers. Donc. Alors il y a tout ce travail considérable qui s'étend tout au long des années 70, et puis voilà, la vie c'est comme ça, donc 1979, ah oui. le décès de Charles Haussmann. Oui. Donc pour vous c'est évidemment c'est un événement terrible, puisqu'on comprend bien que depuis le début de votre carrière scientifique, Charles Haussmann a toujours été... Ah, c'était une symbiose. Enfin, Choquet écrit que nous étions en symbiose. Et c'est vrai, nous l'avons été pratiquement tout le temps. Et donc, voilà, très rapidement, donc, vous décidez de vous consacrer à l'édition des œuvres. Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Oui, oui, parce que à ce moment-là, bon, ce qui s'est passé qu'à ce moment-là, c'est que j'ai bien senti, en fait, tout de suite, que les gens voulaient la Société mathématique de France, tout ça, étaient tout à fait prêts à publier les œuvres, mais à condition de publier les œuvres de géométrie différentielle, enfin, les œuvres qui étaient considérées par tout le monde comme étant vraiment ce qu'ils trouvaient bien. Clairement, pour vous, il est hors de question de permettre une édition mutilée des œuvres de Charles Haussmann, et donc vous prenez en charge à ce moment-là la publication des œuvres. Oui, et j'ai été bien aidée par l'Université de Picardie, puisque j'ai eu quand même pas mal de crédits pour pouvoir faire ça. Et le seul crédit autre que l'Université de Picardie que j'ai eu, alors il y a eu également une subvention, enfin pas une subvention, mais on a demandé aux gens qui voulaient l'acheter les œuvres de payer à l'avance. De sorte que j'ai eu un peu d'argent pour faire démarrer le travail, enfin ou le travail qui était simplement l'impression, puisque c'est moi-même qui ai tout mis en page et tout ça. Mais enfin, il y avait l'impression qu'il fallait quand même faire, et donc là, ça a été. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés pour avoir les œuvres. Donc j'ai eu une petite somme, et les seules subventions officielles que j'ai eues à part de l'Université de Picardie, ça a été pour la partie 1 qui était sur les travaux de géométrie différentielle et topologie. Là j'ai eu une bonne subvention de la DGRST. Donc ce travail d'édition vous occupe 3 ans à peu près, parce que attention, hein, c'était l'édition des œuvres bien sûr, reproduire les œuvres, mais surtout les commentaires. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 200 pages de commentaires, je crois même beaucoup plus que ça, plus de 300 pages de commentaires qui ont essayé de montrer comment les œuvres se mettaient historiquement par rapport à d'autres choses. Donc ça a été considéré, enfin ça a été dit dans les Zentralblatt par exemple, par John Gray ou par MacLean dans les Math Reviews, que c'était historiquement quelque chose d'intéressant pour la théorie des catégories, parce que j'ai essayé pratiquement, je ne dis pas faire une histoire de la théorie des catégories de 60 à 80, mais quand même de mettre le plus possible ça. Et il y avait également un certain nombre de corrections apportées aux travaux, en particulier dans les notes, il y avait un certain nombre de petites erreurs, des choses comme ça. Donc c'était un très gros travail de commentaires. Oui, un travail énorme. Et en plus fait en anglais, puisque pour que justement ce soit lisible. Oui. En plus, comme il y avait eu des notations qui étaient différentes, j'ai souvent vraiment changé, enfin traduit vraiment. Et en plus, il y a eu des synopsis dans chaque volume qui donnaient un résumé de tous les articles qui sont dans le volume en termes modernes. Donc, au terme de ces 3 années qui représentent un virage considérable pour oui. Eh bien, on découvre une nouvelle direction dans vos recherches, puisque à partir de ce moment-là,
vous vous consacrez, en collaboration avec M. Vandemer, Oui, qui est médecin, oui, vous vous consacrez au développement de théories qui concernent, alors, qui sont toujours liées aux catégories, oui, mais qui concernent la biologie, qui concernent les sciences cognitives, qui oui. concernent la vie biologique, psychique, Oui. voire même depuis quelques temps, la notion de conscience. Bon. Oui. Alors, est-ce que cette troisième partie dans vos travaux avait été déjà en germe? Est-ce que vous en aviez déjà l'idée auparavant? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé pour vous de manière un peu souterraine pendant que vous travailliez à l'édition des deux œuvres de Charles Haussmann? Comment ça s'est passé? Ou bien ça a surgi après peut-être au cours d'une discussion avec Vandemer? Enfin, comment c'est venu Eh bien, il y a plusieurs choses là-dedans. D'une part, effectivement, avec Charles, on avait souvent discuté de questions de philosophie. Il était très intéressé par la philosophie et même à l'époque, enfin, tout à fait dans les années 60, au début des années 60, nous avions un peu essayé de traduire le livre de Spinoza en termes d'espèces de structure. Ah. Donc c'est dire que quand même c'est donc que l'idée que les catégories pourraient intervenir dans ce genre de choses était déjà. Bon, plus on a avancé dans les années avec Charles, et plus on était persuadé que les catégories étaient vraiment la base de tout. C'était vraiment que les catégories pouvaient vraiment tout expliquer. Bon, aujourd'hui, j'en suis moins sûre. Bon, mais enfin, donc, disons qu'à l'époque, on était vraiment, en 80, 81. Puis, en fait, les œuvres, j'ai surtout passé les années 79, 80, 81. Bon, elles n'ont été publiées qu'en 83, mais enfin parce qu'il y avait les délais. Mais enfin bon, à partir de 82, j'ai eu besoin d'essayer de réfléchir à des grands problèmes. Donc, effectivement, mais où à l'époque, pour moi, tout était nécessairement à base de catégories. C'était le langage qu'on avait eu avec Charles pendant toutes ces dernières années. Donc, pour moi, c'était le langage. Je ne pouvais comprendre quelque chose qu'en le traduisant en termes de catégories. Et donc, j'avais connu Jean-Paul Van Bommers, a été l'un des médecins qui a soigné Charles. Et à l'époque, c'était un tout jeune médecin, puisqu'il avait à peine 30 ans, qui a soigné Charles pendant sa maladie, qui a quand même duré presque un an. Donc, il l'a vu, je lui ai parlé, en particulier en 80, j'avais organisé un congrès, donc en l'honneur de Charles, où sont venus pratiquement tous les grands catégoriciens à Amiens. Et donc, pour ce congrès, je voulais faire pour le journal d'université, et puis aussi pour le Courrier Picard, une petite présentation des catégories, enfin, de l'idée du congrès en termes que tout le monde pourrait comprendre. Donc j'en avais parlé à Jean-Paul en lui demandant ce qu'il en pensait, s'il trouvait. Donc on avait discuté un peu de ça. Et c'est lui qui m'a dit, actuellement on parle beaucoup des problèmes d'émergence, de systèmes complexes. Au fond, ce que vous me racontez, ça me paraît très proche de ce que vous me racontez sur les catégories. Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé à essayer. Donc j'ai essayé de comprendre, et donc pendant 2 ans à peu près, j'ai lu énormément, à la fois en biologie, en neurosciences, sur tout ce qu'il y avait sur les structures complexes. À l'époque, on en parlait beaucoup. Hein. C'est quand on regardait, par exemple, sur France Culture, vous aviez tout le temps des émissions. Il y avait Edgar Morin, il y avait tous ces gens-là, quoi. Donc c'était vraiment, disons que c'était le sujet à l'ordre du jour. Et là, effectivement, d'une certaine façon, Jean-Paul m'a mis un peu dans l'obligation de montrer que, puisque je disais que les catégories, ça valait partout, prouvez-le. Voilà, exactement, ça revenait à ça. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et donc il y a bien une logique aussi de ce virage de votre existence à ce moment-là, parce que c'est aussi, si j'ai bien entendu,
avec des interrogations profondes oui. concernant la vie. Ah oui, c'est ça. Nécessairement. Je me retrouvais sans effectivement tout ce qui avait été mon socle avant, donc automatiquement il y avait des interrogations et j'avais besoin mais je ne pouvais pas me les formuler même sans la théorie des catégories. Et donc avec la théorie des catégories, vous essayez et vous réussissez à travers un certain nombre de publications à aborder ces questions de l'auto-organisation, de l'émergence, voilà. Alors, ce travail, comment est-ce qu'il est reçu d'une part, j'ai envie de dire, en mathématiques, en général, par les catégoriciens en particulier, et d'autre part, par les biologistes, et puis un peu plus tard, par les gens des sciences cognitives. Alors en fait, il a été très bien accepté, très vite, par les gens pluridisciplinaires. C'est une époque où il y avait beaucoup de pluridisciplinarité, et ça a été très bien accepté. Donc très vite, ça a été un peu connu dans les milieux pluridisciplinaires. C'est-à-dire sur les gens qui travaillaient à l'époque sur les systèmes complexes, sur la cybernétique, justement, donc là, ça a été essentiellement. Les mathématiciens, honnêtement, ils ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, disons que, en gros, il y a des gens comme René Guittard, des gens que je connaissais très bien qui l'ont connu, mais les autres, non. Pour la très simple raison que je considérais pas suffisamment, que c'était suffisamment mathématique pour le présenter. Les premiers exposés que j'ai faits devant des mathématiciens sur ces questions-là, ça doit être dans les années 2000 et quelques. Avant, je ne l'ai jamais présenté. Oui, vous en avez parlé au séminaire itinérant des questions. Voilà. Mais c'est la première fois où j'en ai parlé parce que je considérais que il n'y avait pas suffisamment de matériel mathématique pour en parler. Et alors, malgré tout, il y a des catégories, puis il y a des foncteurs, ou alors c'est peut-être... Oui, il y a des foncteurs, il y a des fibrations, il y a des... Vos catégories, elles changent dans le temps. Non? Oui. Et alors, est-ce que c'est, du coup, il y a, disons, des accommodements avec les catégories? Nécessairement, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, dans ce genre de sujet, c'est très joli d'introduire une catégorie, mais plus on y réfléchit, plus on se rend compte que est-ce que vraiment c'est une catégorie matériellement, si on considère dans le cerveau, vous n'avez pas vraiment la catégorie, donc on joue un peu avec ça. Donc très vite, on se rend compte qu'il faudrait quand même d'autres notions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je crois que c'est très important la théorie des catégories, mais qu'il faudrait d'autres choses encore. Et oui, parce que vous disiez tout à l'heure, à une époque, avec Charles, vous pensiez que les catégories expliquaient tout. Expliquaient tout. Et puis vous avez mis un petit bémol tout de suite en disant aujourd'hui, voilà. Donc ce bémol, il est lié donc à... au fait à des problèmes pratiques, disons, d'appliquer les choses, en particulier pour la cognition. Actuellement, je travaille sur la créativité, le design. C'est automatiquement, on voit bien qu'il y a des problèmes qui se posent. Il y a aussi le problème qu'une catégorie, vous avez F, G, vous avez un composé. Mais il y a les notions de probabilité qui interviennent. Donc ça, ce serait important. Le FG n'est pas toujours défini. Et donc il faut une notion de catégorie probabiliste. Donc chaque fois, on en arrive à se dire, il faut quand même développer de nouvelles notions. De telles catégories stochastiques, enfin... Oui. Vous avez... je commence, j'ai réfléchi, j'avais même donné comme sujet à quelqu'un, mais qui n'a pas beaucoup avancé pour l'instant, donc et puis actuellement, donc depuis 2 ans, je travaille beaucoup avec l'IRCAM. Ah oui, voilà. Donc, la musique. En musique. Alors, spécifiquement en musique. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'à l'IRCAM, ce sont des gens, mais sont des mathématiciens musiciens. Oui. Donc, ce sont quand même des mathématiciens. Oui. Donc, ce sont des mathématiciens qui s'intéressent
Ah, tout à fait. À beaucoup de choses. Et beaucoup à la théorie des catégories. Oui. Oui, là, mais aussi à la biologie. Mais aussi ben oui, c'est ça, à la cognition. Oui. La cognition, c'est très important. Là, actuellement, justement, avec des gens de l'IRCAM, on est en train de faire des travaux sur la créativité. C'est donc des problèmes qui m'ont permis de voir d'autres notions qui interviennent. Alors actuellement, donc, vous poursuivez ces recherches Oui, avec des collaborations diverses. oui, Vous publiez. oui, beaucoup. Vous faites des interventions. Oui. Donc, vous êtes extrêmement active. Oui, oui. Alors, comment vous voyez la direction de vos travaux dans les années qui viennent et aussi, j'ai envie de vous reposer la question de la cohérence en quelque sorte musicale depuis le début. Oui. Vous avez dit tout à l'heure très clairement, pour vous, il y a une continuité Oui, certainement. dans ces travaux. Donc, la cohérence et l'avenir pour vous d'abord, et puis ensuite on dira peut-être quelques mots sur l'avenir des catégories. Oui. Comment vous voyez ça plus généralement. Mais pour vous, la direction, vous pensez continuer par rapport à la, disons, à l'activité psychique, à la notion de conscience, de créativité. Oui, actuellement, je crois que c'est une des choses qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire vraiment, je crois que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En particulier, là, je commence à travailler avec quelqu'un qui travaille sur le design. Là, il y a beaucoup de problèmes qui se posent et qui, à mon avis, peuvent être très bien abordés avec les outils que j'ai introduits. Donc c'est actuellement c'est une des voies. L'autre voie, donc dans la théorie des systèmes évolutifs à mémoire, on a fait des applications à une théorie du vieillissement. Et donc là également, je travaille alors avec d'autres groupes de gens, donc à l'étranger, sur un prolongement de ça, et également actuellement, en particulier dans un projet européen, où pour essayer de trouver de rajouter au cerveau un certain nombre une interface entre le cerveau et un ordinateur, de sorte à pouvoir prolonger ou réparer différentes capacités humaines. Vous n'allez pas nous transformer en robot. Non, justement, pas transformer en robot, mais essayer d'additionner, de permettre justement de voir comment on peut arriver, et en particulier dans le vieillissement, il y a tout le problème, beaucoup de gens qui ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Est-ce que on peut espérer complémenter de sorte que on puisse les traiter en restant chez eux et des choses comme ça. Donc c'est un travail qui est fait avec à la fois des médecins et puis des gens qui s'intéressent à la cognition. Donc, finalement, il y a toujours cette dimension interdisciplinaire. Oui, tout à fait. Qui a, d'une certaine manière, depuis le début, été importante pour vous. En tout cas, vous parliez au tout début de votre grand intérêt pour la biologie, oui. Parce que vous étiez lycéenne. Oui. Mais donc cette direction, elle peut être très passionnante et très oui, tout à fait. Et en même temps, vous restez mathématicienne. Oui. Et justement, à partir du moment où vous vous rendez compte que, en cherchant à appliquer la théorie des catégories à ce type de questions, vous êtes obligé d'adapter. C'est ça, voilà. Un peu les catégories et vous envisagez des notions telles que des catégories stochastiques. C'est ça. Et donc, va se poser à un moment la question du retour vers les catégories, je veux dire du retour vers les catégoriciens, vers notions nouvelles qui vont être développées à l'occasion de ces recherches. Oui, c'est au fond tout ce que j'ai fait toujours, ça a toujours été un peu ça, c'est-à-dire des allers-retours entre les deux. Donc on a souvent évidemment souligné les relations
constitutive dans les deux sens entre les mathématiques et la physique, Oui, ce serait là un exemple de relation constitutive entre les mathématiques et la biologie et cognition. et Oui, cognition. oui, oui, oui. Oui, en fait, c'est ça. Je crois que si on cherche un peu dans les dernières années, ce qu'il y a sous-jacent, c'était un peu ça qui a été mon idée. Et je crois que là, il y a énormément de choses à faire. Et la théorie des catégories aide, mais il y a besoin de nouvelles notions, de même que avant il y avait besoin de catégories internes plutôt que de simples catégories, à un autre moment de complétion plutôt que simplement parler d'ordre. C'est la même chose. Là, c'est pareil. C'est un développement, mais où les catégories interviennent, mais probablement en étant dépassées d'une certaine manière. Alors, si vous en êtes d'accord, nous pourrions conclure cet entretien avec peut-être votre sentiment sur ce qu'il en est aujourd'hui en France et dans l'enseignement et la recherche de la théorie des catégories et de son avenir. Donc, on sait, vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de catégoriciens. Oui. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que l'institution leur a été très favorable. Non, ça c'est certain. Non, ça a été le gros problème, effectivement, qu'il y a eu des problèmes pour tous nos chercheurs, il y a eu de gros problèmes. C'est aussi par rapport à ça que il y a eu beaucoup de thèses, c'est que oui. Ils n'ont pas eu. Non, c'est ça. Enfin, alors tous ont eu un avantage, c'est qu'ils ont immédiatement, parce que Charles connaissait beaucoup de gens et tout, ont eu immédiatement un poste d'assistant qui a été relativement vite transformé en maître assistant. Mais effectivement, après, ils sont restés au niveau maître de conférence et la plupart, enfin ceux qui n'ont pas accepté d'aller trouver quelqu'un d'autre pour qu'ils disent dans la thèse il y ait le nom de quelqu'un d'autre comme directeur de thèse que le mien, n'ont pas eu de poste de professeur. Et donc ça pose la question oui. de l'enseignement et de l'avenir de la théorie des catégories. Et en même temps, on peut avoir le sentiment que finalement cette histoire douloureuse de la place des catégories en France, d'une certaine façon, les difficultés sont peut-être, on les voit plus parce que par la force des choses, enfin très naturellement, les catégories petit à petit, on les retrouve un peu partout. Voilà, c'est ça. Alors voilà, comment est-ce que vous pensez qu'il serait important de redonner officiellement, avec ce que ça comporte de choix politiques oui. que j'y perds, oui. de redonner aux catégories la place qu'elles méritent, ou bien est-ce que finalement on peut très bien considérer que les catégories, on va les retrouver un peu partout comme ça, et puis que et voilà, quel est votre sentiment enfin? Alors mon sentiment, c'est que il est évident que les catégories maintenant sont un peu partout, de plus en plus, et en particulier, ce qui est très net, c'est que dans des maths, justement dans pluridisciplinaires, disons d'une façon générale, les catégories sont de plus en plus appliquées. L'inconvénient, c'est que souvent elles sont appliquées mal. Donc ça, c'est un gros problème. Donc je crois qu'effectivement, il faudrait quand même qu'il y ait des enseignements de catégories qui évitent des dérives qu'on voit quand même assez souvent. Par exemple, simplement des gens qui utilisent des notions. Les foncteurs adjoints sont très bien vus par les pluridisciplinaires en général, et qui les utilisent dans des endroits où vous n'avez même pas un foncteur. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. Hein. Je reçois quand même assez souvent à référer des articles où il y a des problèmes comme ça. Donc, je crois que ce serait bon qu'il puisse y avoir des enseignements de catégorie. Maintenant, je crois que dans ces enseignements, il serait bon quand même que ce ne soit pas complètement abstrait et qu'on montre les applications des catégories dans différents domaines. Et un enseignement en particulier pour pluridisciplinaire de catégorie, je pense que ce serait très important. Pluridisciplinaire au sens mathématique,
ou même général, enfin. Ça peut être difficile à mettre en place. Oui, mais enfin, on pourrait imaginer quand même dans les universités qu'il y ait des enseignements que des biologistes ou des gens de sciences cognitives puissent suivre éventuellement. Ça, peut-être déjà à un niveau dans le troisième. Ah oui. Mais est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose d'introduire au moins les notions de base, y compris les fonctions je ne sais pas, en master ou en première année. Alors, j'ai fait ça. Voir avant. Oui, moi j'ai fait ça dans les années 70. J'ai fait un cours de DUG où j'ai introduit les catégories. Assez curieusement, ça passait très bien. Oui. Bon, est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que ensuite les étudiants, qu'est-ce qu'il leur en restait? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça les passionnait. Donc, de ce point de vue-là, alors je ne dirais plus aujourd'hui de le faire en DUG parce que il y a peut-être pas besoin. Enfin, pour faire ça, il faut vraiment un cours qui est très bien conçu, c'est-à-dire conçu en faisant vraiment tout à la fois. Si vous avez quelqu'un qui va venir vous raconter des catégories d'une part, quelqu'un qui va faire de l'algèbre d'autre part, ça vaut rien. Là, j'avais quand même des étudiants que j'ai suivis pendant 3 ans, complètement. Je les avais, dans toutes les matières, je leur ai fait les cours. Donc, à ce moment-là, c'était un peu différent. Autrement, il faut, à mon avis, en licence et surtout en maîtrise, ce serait indispensable que les gens aient quand même les notions élémentaires de théorie des catégories. Et donc, en particulier, peut-être de mettre au programme de l'agrégation. Oui, éventuellement, oui. Ah oui, non, pour vous, c'est pas... Non, je ne sais pas si ce sont les programmes de l'agrégation qui vont le plus diriger vers la recherche. Bien sûr. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'en maîtrise, les gens sachent que ça existe et des notions générales, disons. Et puis après, s'ils veulent continuer, ils peuvent le reprendre. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Eh bien, merci.